tout ce que je vous explique là, en fait, c'est une transition. Parce qu'on peut aussi dire, déjà entre maintenant et 2018, qu'avec ce chômage de masse, cette dépression, ces coupures de courant, la chute des rendements agricoles, et donc l'ensemble de toutes ces utilisations qui vont donc devenir plus chères pour nous, qu'au fur et à mesure que les prix vont monter, on va s'organiser autrement. Donc là j'ai mis une petite éolienne. C'est pas du tout la stratégie française, hein. Mais c'est aussi pour dire qu'en alternative à tout ça, voilà, des AMAP vont se créer, des panneaux solaires, on va s'équiper, on va faire ce qu'on peut. Je vais lister après, à la fin de la conférence, tout ce qu'on peut faire. Hein? En tout cas, on va quand même s'organiser. Pour les USA, ça va être très difficile, parce que les USA et l'Australie sont les deux seuls continents, les deux seules civilisations qui se sont construits avec le pétrole, contrairement à tous les autres. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'aujourd'hui, la distance moyenne pour aller travailler pour un Américain, c'est 40 km par jour. Hein. La distance moyenne pour faire ses courses, c'est 50 km. Une ville grande comme Tours, en population, ça a une superficie comme Paris, quoi. Hein. Il faut se rendre compte qu'en Amérique, voilà, si vous voulez faire votre maison, vous la faites 500 mètres plus loin. On s'en fout, le pétrole est gratuit, le terrain est gratuit, donc ils ont fait, voilà, ils ont pris un territoire qui s'appelle l'étalement urbain. Donc l'étalement urbain américain et australien est absolument énorme. Il est absolument impossible de faire un transport collectif. Si vous voulez qu'un bus fonctionne, il faudrait que ce bus fasse 400 km pour ramasser 10 personnes, quoi, vous voyez. Donc il est impossible de faire circuler des transports en commun. Le réseau ferré est très peu dense, contrairement à l'Europe. Donc en Amérique, si vous n'avez pas de pétrole, vous mourrez dans les 3 jours, quoi. Donc pour les USA, c'est une question de vie ou de mort pour la première utilisation. Pour l'essence. Pour eux, c'est aussi important que les rendements agricoles là pour l'hémisphère sud. Sauf qu'eux, ils ont l'armée. Ce qui privilégierait plutôt ça que ça, alors même que le reste du monde risque d'être ceux, les seuls, qui vont lutter pour leur survie dès la deuxième phase, quoi. Hein. D'accord? Bon. Vous vous rendez bien compte que les tensions géopolitiques vont augmenter et que la diplomatie, au bout d'un moment, va avoir ses limites. Il va donc y avoir une troisième phase qui paraît inévitable, c'est la guerre. C'est-à-dire que la régulation entre l'offre et la demande de pétrole va se faire par la loi du plus fort, par la guerre. Je ne peux pas prédire finalement l'ordre dans lequel ces événements vont arriver. La preuve, déjà de nombreux sont déjà présents, alors même qu'on n'a pas démarré la crise énergétique. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que l'ensemble des choses vont nécessairement se produire. Où sont les petits trucs d'épée là? Là? Ah ouais, là. Donc je disais, la guerre. Et rendu à ce niveau-là, le monde connaîtra, si on ne s'y prépare pas suffisamment, et il semble qu'il soit déjà trop tard pour s'y préparer suffisamment, des événements violents, une sorte de chaos social, durant cette troisième phase, durant cette transition, entre un monde basé sur le pétrole et l'industrialisation, jusqu'à un monde qui va devoir s'en défaire. Par exemple, le bâtiment qui consomme le plus d'énergie actuellement dans une ville, c'est l'hôpital. Donc quand l'énergie, en fait le pétrole c'est une énergie, hein, donc c'est bien une énergie qui permet de faire l'ensemble de cette utilisation. De maintenir un hôpital va être de plus en plus coûteux. On voit bien déjà l'état de privatisation des services publics, si ça continue dans ce registre-là, puisque l'ensemble de ces prix vont augmenter de manière vertigineuse, il va devenir de plus en plus cher de se soigner, de se faire opérer, et donc peut-être que nous n'aurons plus les moyens, si nous ne changeons pas de système politique et économique, de nous faire soigner, d'aller à l'hôpital d'ici 10 ou 15 ans. On peut dire qu'il y a 3 manières, du coup, pour réajuster la population en fonction de l'énergie disponible. Donc la première, c'est la guerre, hein, parce que la guerre, ça tue des gens. Il y en a 2 autres.
c'est les maladies, les épidémies. J'ai fait le virus du sida, mais c'est pas vraiment celui-là qui risque de tuer. C'est principalement la tuberculose, la peste, la lèpre, enfin ce genre de maladie qui se développe avec la misère. Et l'autre manière, ce sont les famines. Donc dû soit à une baisse du pouvoir d'achat, soit dû à une chute des rendements agricoles. Donc la guerre, voilà, ça sera les 3 manières d'ajuster la population. Évidemment, quand je vous présente tous ces effets, c'est pas parce que je passe à l'effet suivant que les effets d'avant se sont arrêtés. Hein. Évidemment que les premiers effets, pendant que les nouveaux apparaissent, les premiers effets s'amplifient, hein, on est bien d'accord. Donc quand je dis que le pétrole augmente, là, le prix à la pompe augmente, c'est pas il augmente, puis il arrête d'augmenter, et après il y a les dépressions, puis après il y a les émeutes. Hein. Il augmente, c'est à la dépression, mais il continue d'augmenter lui, hein. Il ne s'arrête pas. On pourrait imaginer, pour un ordre de grandeur, environ 1 euro du litre par an. On va donner un ordre de grandeur de la vitesse à laquelle peut s'opérer la déplétion pétrolière. Pourtant, il en restera beaucoup du pétrole. Hein. Parce que si je dis qu'on est là, il reste quand même tout ça. Et tout ça, c'est déjà une... Enfin, quand on voit tout ce qu'on a pu faire avec le pétrole jusqu'à aujourd'hui, il va rester beaucoup du pétrole. Hein. C'est pas la fin du pétrole. C'est la fin du pétrole bon marché. Donc si on s'organise autrement, on peut peut-être encore aménager la société pour qu'elle soit vivable et pour gérer au mieux cette crise énergétique qui s'annonce. Ceci dit, en fin de phase 3, mais déjà bien avant, hein, on aura la fin de l'automobile de masse. Ouais, on avait compris, je pense, de mal à l'envers. Voilà, donc la fin de l'automobile de masse. Et puis la fin du tourisme de masse. Certainement que vos enfants, pour les plus jeunes parmi vous, en tout cas pour les enfants qui ne sont pas encore nés, vous devrez raconter à vos enfants ce que signifie voyager en avion. Ça n'existera probablement plus d'ici là. Comme le principe d'avoir une ou plusieurs voitures par famille, ce qui sera absolument délirant. À quoi ressemblera ce monde-là ? Sera-t-il vraiment atroce? Est-ce qu'on n'est pas nombreux, notamment ici présents, à avoir envie, à désirer un monde où nous puissions se débarrasser du plastique, de l'automobile, de l'industrie, des matières chimiques, voilà, de tout ça. Est-ce que c'est pas ce pourquoi nous nous battons? Est-ce que vraiment il faut déplorer cette transition énergétique qui s'annonce de manière irrémédiable? Moi je suis plutôt pour, j'ai plutôt hâte d'être dans la phase 4. Tout l'enjeu finalement, c'est le choc de la transition énergétique. Parce que dans cette phase 4 là, nécessairement, puisque les produits ne pourront plus faire 20 fois le tour du monde avant d'arriver dans notre assiette, dans notre maison, il va falloir réapprendre à fabriquer ici ce qu'on ne peut plus faire venir des 4 coins du monde. Vous comprenez bien que si le yaourt coûte à force 10 € le yaourt parce que le pétrole est tellement cher, hein, bon bah, le yaourt fabriqué sur place sera moins cher, etc., etc. Donc il faudra refabriquer ici, voilà, tout ce qui est fait au 4 coins du monde. Ce qui s'appelle la relocalisation de l'économie. Dans cette phase 4 là, tout le monde aura du travail, il y aura même trop de travail, il n'y aura plus de chômage, on aura tous des boulots qui auront certainement plus de sens, on sera dans un monde qui sera certainement plus humain, on arrêtera de vivre en accéléré. Donc on est en avance. Bah peut-être tu es en avance, oui, peut-être certains sont en avance parmi vous, donc peut-être cette conférence est réjouissante. En fait elle est déprimante ou réjouissante selon votre conception de l'humanité et selon votre capacité à vous adapter à un monde, voilà. Enfin, quand on sait que le travail alimente le capitalisme, c'est une question, non? Et bien justement, on va y venir. Comment abattre le capitalisme? Parce que pour moi, justement, économiser de l'énergie,
Donc se passer de tout ça, c'est effectivement mettre l'économie à mal, c'est effectivement tuer le capitalisme. Si personne ne va chez McDo, McDo se casse la gueule. Ce raisonnement est débile, parce que même tous aussi nombreux que nous sommes ce soir, si nous n'allons pas à McDo, McDo ne verra pas beaucoup l'écart sur leur chiffre d'affaires. Mais si l'ensemble de ces événements se produisent, ce ne sont pas seulement vous qui n'iront plus à McDo, c'est l'ensemble de la population. Donc McDo va effectivement se casser la gueule. Avec tous les problèmes socio-économiques que j'ai décrits là aussi. Donc dans ce quatrième monde, dans cette quatrième phase, l'économie sera relocalisée. Des territoires beaucoup plus petits seront seront autonomes au niveau énergétique, même en France. Parce qu'au niveau de l'énergie, comme de l'électricité, c'est peut-être ça aussi un des principaux problèmes, parce que quelle entreprise peut fonctionner en France sans ordinateur et sans machine? Pas beaucoup. Donc, je disais quoi? Quatrième phase, relocalisation. L'ensemble de l'énergie s'est produit à partir du charbon, du gaz et du pétrole. Ça, c'est 75 à 80% de la fabrication de l'électricité dans le monde. Donc quand le pétrole va disparaître, tout le monde se dit on va se rabattre sur le gaz et sur le charbon. Et la France sur l'uranium avec le nucléaire. Eh bien, ce pic de Huber fonctionne avec toutes les énergies fossiles, qui sont donc en ressources limitées. Et c'est incroyable les coïncidences de l'histoire de l'humanité. Mais tenez-vous bien, le pic de gaz, c'est prévu pour 2015. Le pic d'uranium, c'est 2020. Et le pic de charbon, c'est 2035. Et puis de la même manière, mais comme en plus le pétrole va s'épuiser avant, on va taper encore plus vite dans l'uranium, dans le charbon, dans le gaz, et ça va disparaître encore plus vite. Donc il n'y a pas vraiment d'alternative de ce côté-là. Alors il y a baston, il y a deux camps en fait dans le pétrole. Il y a les optimistes et il y a les pessimistes. Là c'est plutôt les pessimistes qui parlent. Donc les optimistes, ce sont les multinationales de l'énergie qui disent qu'il n'y a pas de problème, pour le mandat total, il n'y a pas de souci. Ce sont les pays producteurs de l'OPEP, donc à l'OPEP ils vous disent aussi, il n'y a aucun souci. Et puis les gouvernements du G20. On pourrait aussi rajouter l'ensemble des médias dominants. Je vais prendre une punaise et accrocher ce truc. Voilà, et donc les pessimistes, qui sont les pessimistes? Les pessimistes, ce sont des experts pétroliers, mais en retraite. Donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent, vous voyez bien. Alors, si vraiment tout ça est vrai, et j'en ai fini pour le cours d'histoire, en mettant le petit symbole qui symbolise donc pour la quatrième phase, d'un monde écolo, bio, babacool, décroissant, tout ça, tout le monde fait la paix, la fête. C'est des bâtons dans les rues, voilà. Exactement. Alors, si vraiment c'était vrai, si vraiment c'était aussi grave que ça, pourquoi on nous dit rien? Ça se saurait. Et comment moi ça se fait que je sais tout ça et pas vous? Alors, on va prendre dans l'ordre. L'OPEP d'abord. L'OPEP, elle vit du pétrole. Vous comprenez bien qu'elle ne va pas dire au monde entier « Arrêtez d'acheter mon pétrole, ne me donnez plus de dollars, vous allez être dans la merde d'ici 30 ans. Arrêtez tout de suite de m'acheter du pétrole et mettez-vous tout de suite à la décroissance ou aux énergies renouvelables. » Voilà, donc on comprend assez bien pourquoi ils ne sont pas très alarmistes, ou plutôt optimistes sur les réserves de pétrole et voilà, la production d'énergie dans le monde. Les multinationales. Donc, évidemment, les multinationales ne disent pas l'existence du pic de Huber, mais sont bien au courant. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même les États-Unis, si on prend leur courbe de production, ils en sont déjà rendus là. Ça fait déjà 30 ans, 40 ans que leur production décroît. 49 ans, ça fait. En fait, depuis 1970, ça décroît. De nombreux pays ont déjà largement dépassé aussi ce pic-là. Il y a même des pays où il n'y a plus de pétrole du tout. Par exemple, l'Azerbaïdjan, les anciens dans la salle savent que l'Azerbaïdjan a été un Eldorado du pétrole. Les nouveaux n'en ont pas la moindre idée, parce que voilà, il n'y a plus de pétrole depuis déjà 20 ou 30 ans. Donc
ça ressemble à des déserts, des casses de derrick, là dans des déserts quoi. Bon. Donc c'est multinational. Shell a déclaré en 2004 que leur réserve de pétrole